Eh bien, bonjour à tous. Et puis d'abord, merci beaucoup aux organisateurs pour voilà, la tenue de ces journées de séminaire. Merci surtout à Marie Fournier pour voilà, son invitation très cordiale à participer cet après-midi. Alors, le sujet qu'on m'a demandé d'investir, c'est celui de la mobilisation du foncier agricole grâce aux ORE, donc aux obligations réelles environnementales, au soutien des politiques de préservation des cours d'eau et milieux aquatiques. Alors, il faut juste que j'arrive à passer les slides. Non, plus simple comme ça. Donc, cette problématique est évidemment d'une actualité prégnante, au point qu'elle est très régulièrement remise sur le métier par le gouvernement et les décideurs. On a eu, pour ces dernières années, la succession des assises de l'eau en 2019, le Varenne agricole sur l'eau en 2021, et puis là, dernièrement, le plan eau de mars 2023, avec un certain nombre de mesures à destination de l'activité agricole, et avec à chaque fois un constat identique et assez alarmant sur les aspects à la fois quantitatifs et qualitatifs de la ressource en eau, des cours d'eau et milieux aquatiques. Alors, ça a été évoqué, c'est la directive cadre sur l'eau de 2000 qui fixe ce bon état des masses d'eau, et je reviens pas sur les constats que vous devez connaître par ailleurs. Donc, je me permets de passer assez rapidement sur ces slides-là, mais que vous aurez si besoin. Alors, sur les facteurs, en quelques mots de la situation, ils sont globalement bien identifiés, on les connaît, pollution, prélèvement, réchauffement climatique, érosion, aménagement, évidemment, tout ce qui est artificialisation, urbanisation. Et puis aussi une certaine méconnaissance des milieux ou des incidences de certaines pratiques. Alors, j'illustrerai mon propos en particulier sur les pressions à la fois quantitatives et qualitatives en matière agricole. Rappelons d'abord que l'agriculture est la première consommatrice d'eau douce en France, 58% pour les usages agricoles. Alors, le tout sur fond de sécheresse, de pénurie d'eau, ce qui alimente, vous savez, les conflits d'usage en matière d'eau entre eau potable, irrigation, production électrique, navigation, activités de loisirs qui augmentent au fur et à mesure que les températures, elles aussi, augmentent. Donc voilà, ça n'aide pas. Et puis qualitativement également, là aussi, le discours est connu sur l'intensification de certaines pratiques agricoles, la mécanisation, les aménagements fonciers qui en ont résulté une dizaine d'années en arrière, le comblement des rues, des ruisseaux, des mares d'eau pour faciliter le travail du sol, le passage des tracteurs. Et puis aussi une utilisation de produits phytosanitaires, engrais, effluents. Tout cela a conduit à une dégradation, pas que ça, mais notamment cela a pu conduire à une dégradation de l'état écologique et chimique des cours d'eau et milieux aquatiques. On prend l'exemple notamment des nitrates que vous connaissez tous. Alors, l'enjeu est d'autant plus important, et ça aussi on le sait, que ces milieux aquatiques, ces cours d'eau sont absolument indispensables. Ils sont des sources évidemment d'eau douce, des réservoirs de biodiversité parce qu'ils participent aussi aux continuités écologiques, des leviers de régulation et d'adaptation face au changement climatique, entre autres. C'est donc sans surprise qu'après la loi de 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, eh bien, les assises de l'eau de 2019 ont à leur tour fait de la préservation des milieux aquatiques un des 3 objectifs prioritaires de notre politique de l'eau en France. Et parmi les préconisations des assises de l'eau, eh bien, on trouve les obligations réelles environnementales. Et c'est vrai que on entend beaucoup aujourd'hui les opérateurs, les acteurs de l'eau s'intéresser à cet outil. J'entendais encore une dizaine de jours sur l'Assemblée générale de la SAFER Pays de la Loire que ça a alimenté beaucoup de discussions. Alors, c'est d'autant plus notable que les ORE sont assez récentes. Elles n'ont été créées que par la loi biodiversité de 2016. Elles sont aujourd'hui codifiées à l'article L132-3 du Code de l'environnement. Ça rentrait
donc je l'ai mis en entier. Donc en un mot, l'objectif du texte est de permettre à tout propriétaire de biens immobiliers de conclure avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement, bien de faire naître à sa charge et à la charge des propriétaires successifs, pour 99 ans maximum, une obligation réelle environnementale. Alors, pour évaluer la pertinence de cette recommandation des Assises de l'eau et de tout l'intérêt aujourd'hui, je vais d'abord m'intéresser à la question du pourquoi. Pourquoi ces ORE seraient si adaptés, si efficaces à mobiliser le foncier agricole pour nos stratégies foncières en matière d'eau. Et ce n'est qu'une fois ce point vérifié que l'on pourra se pencher sur la question du comment. Comment mobiliser ce dispositif, quel cadre juridique, quelles conditions. Et on verra que le caractère tout à fait exceptionnel des ORE conduit le législateur à chercher des équilibres entre sécurité juridique d'un côté et souplesse et attractivité de l'autre, et il y parvient avec plus ou moins de réussite. Donc, commençons par la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que les ORE sont plébiscités dans les stratégies foncières liées à l'eau? La réponse tient en deux temps. D'abord parce que les outils juridiques existants montrent leurs limites, et ensuite parce que, on l'a dit, l'ORE est une figure juridique innovante qui en fait sa force, son efficacité, et suscite aussi des réticences. Alors, sur les limites des autres outils juridiques, là, je vous épargne, en fait. J'ai hésité, mais je sais qu'on n'aura pas le temps. Le droit français, depuis 1964, s'est doté strate par strate, d'une politique globale de police administrative de la ressource en eau des milieux aquatiques, avec un empilement de textes. La slide s'arrête en 2016, mais en fait, il y en a encore depuis, notamment la loi climat dernière, la directive eau potable et l'ordonnance de 2022. Enfin, voilà, donc c'est un empilement de lois, de directives aussi européennes, avec du coup tout l'arsenal de droit public, et je suis une privatiste, donc, voilà. Tout l'arsenal de droit public que l'on connaît, donc les mesures de planification, les mesures d'autorisation, les zonages évidemment, les sanctions. Voilà. Le problème, c'est que on est sur un empilement, une accumulation de textes, si bien, et ça c'est les spécialistes du droit de l'eau qui le disent, que notre droit de l'eau s'avère assez peu limpide. Et pire encore, ce trop-plein de textes, manifestement, ne suffit pas à tarir la source des difficultés, ni à atteindre véritablement les objectifs fixés, et ne permettrait pas de refaire le procès des SDAGE et des SAGE, mais visiblement, l'efficacité est assez relative. Donc, c'est dans ce contexte qu'on est venu toquer un peu à la porte des privatistes pour voir ce qu'on pouvait faire, puisqu'il y a effectivement une autre voie pour le législateur, c'est la voie de l'incitation en matière environnementale. Notre législateur a très bien compris que mieux vaut une obligation voulue, voire négociée, qu'une obligation imposée. Donc, il favorise les manifestations de volonté, les engagements, notamment pour ce qui nous intéresse, les engagements des agriculteurs en faveur des pratiques environnementales. En témoigne notamment l'essor des contrats dits environnementaux. Alors, en matière d'eau, on va songer en particulier aux contrats de rivière, contrats de lac, contrats de baie et autres contrats de milieu. Souvent pris d'ailleurs dans le cadre des fameuses DAGE et SAGE, mais cette fois-ci, c'est une toute autre logique de régulation qui est à l'œuvre, puisque c'est une régulation ascendante, concertée, dans le cadre d'une contractualisation. Et alors, pour impliquer en particulier nos agriculteurs dans ces différents contrats, eh bien, le législateur français, européen, promeut un très large panel, finalement, de moyens incitatifs. Évidemment, on pense aux mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC, du second pilier de la PAC, mais aussi plus largement à toute forme de contrats dits agri-environnementaux, les baux ruraux environnementaux, les contrats de paiement pour services environnementaux, ou encore dernièrement les éco-régimes de la nouvelle PAC. Alors, tous ces contrats ont leurs avantages, mais aussi des limites, et une en particulier, c'est qu'ils ont tous pour point commun de recourir à la même source de droits subjectifs,
ce sont les obligations volontaires. Obligations qui, par définition, ne créent un lien de droit qu'entre un créancier et un débiteur qui y ont donné leur consentement. On dit en droit qu'elles produisent un effet relatif. Concrètement, pour nos engagements agri-environnementaux qui seraient souscrits par un agriculteur, cela signifie qu'en cas de changement dans la personne du créancier, du débiteur, notamment en cas de cession du foncier, qui serait l'assiette des pratiques agri-environnementales, eh bien, ça signifie que les obligations ne seront pas, en tout cas, sauf cas de cession de contrat, cession de dette, mais sinon, elles ne seront pas transmises au nouvel acquéreur. Et c'est bien cette précarité des obligations personnelles qui a été pointée du doigt comme ne permettant pas l'instauration de nouvelles pratiques agricoles pérennes. Et chacun sait que la préservation de l'environnement, la question des cours d'eau et milieux aquatiques nécessite du temps, voire beaucoup de temps. Donc, c'est cette faiblesse des droits personnels qui explique l'intérêt que l'on a porté cette fois-ci aux droits réels et en particulier aux obligations réelles environnementales. Alors, pour le comprendre, je vais faire quelques tout petits rappels de fondamentaux de droit, mais pour le comprendre schématiquement, précisons que les droits réels principaux désignent à la fois le droit réel que l'on a sur sa chose, c'est-à-dire le droit de propriété, le sacro-saint droit de propriété, et également les droits que l'on peut avoir sur la chose d'autrui, comme le droit d'usufruit, le droit d'usage et d'habitation, un droit de jouissance ou encore les servitudes. Et la singularité de ces droits réels sur la chose d'autrui, c'est le droit de suite dont ils sont assortis. C'est vraiment leur force. C'est-à-dire que le droit pèse sur la chose indépendamment de la personne du propriétaire. On dit que le droit suit la chose en quelque main qu'elle se trouve. C'est le cas, par exemple, d'une servitude qui pèse en principe, j'insiste, au profit d'un fonds dominant sur un fonds servant, et ce, quel que soit le propriétaire de ce fonds servant. Donc, en cas de changement de propriétaire foncier, la servitude demeure. Et au regard de ce qui vient d'être dit, on comprend que la pratique, dès 1994, le congrès des notaires, et puis la doctrine se sont intéressés de près aux servitudes dites environnementales et conventionnelles pour instaurer un outil juridique pérenne de préservation de l'environnement. Oui, sauf que je viens de vous le dire, l'ordre public des servitudes exige pour leur mise en place un rapport de fond à fond, un fond servant et un fond dominant, et exclut en plus, en principe, j'ai oublié de passer la slide, exclut en principe les obligations dites in faciendo, obligations de faire, obligations positives à la charge du propriétaire du fonds servant. C'est l'héritage de 1789, de l'abolition du système féodal, des corvées d'Ancien Régime, on en a parlé au tout début, et de toute forme d'asservissement d'une personne à une autre. Alors donc, il a fallu s'affranchir de cet ordre public des servitudes, et pour cela, une part de la doctrine a plaidé pour le recours aux obligations dites propter rem, c'est-à-dire un mix entre le droit réel et le droit personnel, notamment sur le modèle de ce qui peut exister dans certains droits étrangers. Et la loi biodiversité de 2016 est venue consacrer cette proposition à l'article 132-3 du Code de l'environnement. Alors, cet article, vous l'aviez affiché, permet à un propriétaire de s'engager à respecter une obligation réelle attachée à son fonds, je cite, ayant pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. On le voit, les ORE ont une finalité environnementale extrêmement large qui permet de les adapter à la diversité des milieux et notamment donc de les mobiliser pour améliorer la gestion des bassins hydrographiques, pour les périmètres de captage ou pour nos cours d'eau et milieux aquatiques. Et de fait, si pendant les premières années de leur application, les ORE sont restés un dispositif assez confidentiel et méconnu et donc peu souscrit, eh bien, en 2018, la toute première obligation réelle environnementale qui a été souscrite en France à l'initiative du CEN concerne précisément une zone humide. Elle est ici, c'est directement pris de leur site internet. Depuis, plusieurs autres ORE ont pu être signés avec des collectivités, mais aussi avec des propriétaires privés, notamment à l'initiative du CEN,
pour la préservation de zones humides, de boisements et ou prairies humides, données marécageuses, de mares, d'étangs, de plans d'eau et autres milieux aquatiques. Et la pérennité de ces ORE est juridiquement garantie parce que l'immense majorité sont consenties sur 20, 30, 50, même 99 ans. Et en plus, elles bénéficient du droit de suite, donc elles s'imposent de propriétaires successifs en propriétaires successifs. Donc, on a un outil juridique qui, s'il est assorti d'un dispositif technique à la hauteur, est véritablement en mesure d'atteindre les fins environnementales qui lui sont assignées. C'est un outil efficace. Mais à quel prix? Et à quel prix juridique, j'entends. La fin environnementale paraît bien ici avoir justifié tous les moyens, parce que ces ORE, aussi efficaces soient-elles, sont un bouleversement de notre ordonnancement juridique. Elles portent atteinte à certains fondamentaux de notre droit. Elles portent atteinte à la summa divisio des droits réels et des droits personnels. On est sur une qualification dite sui generis, d'obligation propter rem, oui, mais sans rapport de servitude préexistant. Un auteur a pu parler d'objets juridiques non identifiés, on ne classe pas dans une catégorie de droit, et notre droit est fait de classification, de qualification et de régime juridique afférent. Et puis plus encore, les ORE malmènent, vous l'avez compris, l'ordre public des servitudes, puisque normalement on n'asservit pas une personne à une autre, mais un fonds à un autre, tout ça pour protéger l'administré, le citoyen, contre toute forme de résurgence, d'asservissement d'un autre siècle. Certains ont pu parler de reféodalisation du droit, de manifestation autour d'une forme de servage. Et c'était bien la réticence des principaux acteurs confrontés à l'outil, pas les juristes, les acteurs forestiers, les acteurs agricoles. Bon, alors ces objections ont été partiellement entendues par le législateur, puisque d'une part, il écarte la qualification de servitude environnementale, tout va bien, et puis surtout, il codifie les ORE non pas en droit commun, surtout pas dans notre code civil, mais dans le code de l'environnement pour montrer le caractère très exceptionnel. Oui, il ne faut pas se leurrer. On a créé un précédent. Et aujourd'hui, on trouve des propositions pour étendre cette nouvelle forme d'asservissement d'une personne à une autre au nom d'autres motifs. Certains proposent une obligation réelle d'intérêt commun, LORIC, pour élargir l'objet de l'obligation réelle au-delà de l'intérêt environnemental à d'autres fins sociales d'intérêt général ou supposé l'être. Et c'est bien toute la question. Et donc, on espère que la boîte de Pandore n'est pas ouverte. Alors, on sent bien que notre législateur, tout en créant les ORE, était parfaitement conscient du prix concédé par l'ordonnancement juridique et puis par les propriétaires fonciers. Donc, pour essayer de rassurer et de contenter tout le monde, il a dû jouer un vrai numéro d'équilibrisme, même de funambule, sur un fil, pour créer à la fois un outil souple et sécurisant. Et je vous le disais, il y parvient avec plus ou moins de réussite. C'est ce que l'on vérifie maintenant en s'intéressant au comment. Quel cadre juridique? Alors, 3 points, très classiquement, champ d'application, conditions, effets, ça ne surprendra pas un juriste. Alors, sur le domaine d'application, là aussi, 2 temps classiques, le rationné personnel et le rationné matériel. Donc, s'agissant d'apport des parties au contrat, là, l'article 132-3 tente l'équilibre. Il est à la fois large pour être assez attractif et en même temps assez restreint pour demeurer sécurisant. Large en la personne du débiteur, puisque tout propriétaire de biens immobiliers peut souscrire une ORE, mais restreint en la personne du créancier, puisque L132-3 vise expressément une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Alors, je pourrais rajouter plusieurs précisions sur les parties, mais je vois que le temps passe. Donc, je vais juste m'arrêter un instant sur la question des personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Le législateur, ici, n'exige aucun agrément. Et la condition d'action pour l'environnement reste assez floue, ambiguë. Alors, pas de difficulté pour le SEN, mais quid d'une entreprise qui chercherait à compenser ses propres atteintes environnementales via une ORE est-ce qu'elle pourrait être en être créancière?
La question se pose puisque l'article L132-3 dit expressément que les obligations peuvent être utilisées à des fins de compensation. Alors, j'ai lu que c'est pas l'esprit du législateur, que donc ce sera voté en touche. Certes. Enfin, quid si cela relève des statuts de l'entreprise? Si, depuis la loi Pacte, elle s'est dotée d'une raison d'être environnementale ou même qu'elle s'est déclarée société à mission. Voilà, la question est ouverte, hein, je n'ai pas de réponse sur cette question. Quant au champ d'application rationné matériae, lui, il a l'avantage d'être très large, puisque l'ORE s'applique à tout bien immobilier détenu par le propriétaire et identifié au contrat, et surtout indépendamment de tout zonage. Donc, tout type de fonds immobilisables, fonds agricole, naturel, forestier. Alors, cela étant, rien n'oblige non plus le propriétaire à soumettre tout son fonds à l'ORE. Il ne peut viser que la zone humide, le cours d'eau, l'étang, etc. S'agissant maintenant des conditions des ORE, là aussi, on retrouve l'équilibre souplesse sécurité. Côté sécurité juridique, c'est à noter, il impose une condition de forme précise, celle du contrat solennel, de l'acte authentique, donc il faut passer devant notaire, et notre notaire sera en charge de la publicité foncière, tout ça aux fins d'information des acquéreurs successifs. Alors, je fais vite. S'agissant des conditions de fond, donc on a les conditions de droit commun, j'insiste sur le consentement libre et lucide des parties. Et puis, l'article S132-3 ajoute quelques précisions sur le contenu du contrat. On nous dit que les parties peuvent convenir des obligations réelles que bon leur semble dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion, la restauration des éléments de la biodiversité. Là, on est vraiment sur une question d'équilibre. C'est-à-dire que d'un côté, ce sont des obligations spéciales, environnementales. On va pas demander à un propriétaire de souscrire n'importe quel type d'obligation. Mais d'un autre côté, ce sont les obligations que bon leur semble. On ne trouve pas souvent cette formule quand même dans d'autres droits. Donc, tout type d'obligation peut être souscrite, des obligations d'abstention, ne pas arracher une haie, ne pas utiliser certains intrants, mais aussi des obligations positives. Vous avez des exemples, réhabiliter une zone humide, pourquoi pas passer à l'agriculture biologique, hein, tout est envisageable. Autre précision du législateur, eh bien, on nous indique que le contrat doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires sur les engagements réciproques souscrits, sur la durée de l'obligation, et puis sur les modalités d'adaptation et conditions de résiliation. Alors, sur les obligations réciproques, c'est lourd de sens. Ça veut dire que le législateur n'a pas conçu qu'une telle charge foncière puisse être imposée, du point consentie, de façon totalement altruiste ou désintéressée. Notre contrat est forcément un contrat synalagmatique à titre onéreux. Alors, attention aux faux amis. Ça ne veut pas dire que la contrepartie sera forcément financière ou monétaire, mais il faut une contrepartie regardée comme équivalente par les parties. Et cela peut être de la mise à disposition de main-d'œuvre ou l'apport de moyens techniques. La question, c'est est-ce que ce sera suffisant à convaincre les propriétaires? Quant à la durée du contrat, le principe de prohibition des engagements perpétuels a toujours imposé la limite de 99 ans. La loi de 2022 a le mérite de venir clairement l'écrire dans le texte. Et puis, donc, notre législateur, toujours côté sécurité juridique, dispose qu'il faut prévoir des clauses de révision et aussi des clauses de résiliation, notamment en cas de non-exécution ou de force majeure. Ce souci de sécurité juridique, on le trouve aussi à l'égard des tiers et en particulier des agriculteurs qui exploiteraient les fonds en faire-valoir indirect, puisque l'on envisage au dernier alinéa la coordination entre l'ORE et le bail rural. Il en ressort qu'on ne pourra consentir une ORE en cas de bail rural qu'avec l'accord du preneur à bail, que l'absence de réponse dans le délai de 2 mois vaudra acceptation, ça c'est pour vaincre les situations de blocage ou d'inertie, sachant que le refus du preneur à bail doit être motivé. Et s'il y a accord et ORE mise en place, évidemment, c'est bien notre propriétaire qui reste débiteur de l'ORE. Donc, pour essayer de rendre le preneur à bail lui-même débiteur, il va falloir l'insérer dans le bail rural. Autrement dit, passer par un bail rural environnemental. Oui, enfin, c'est pas si simple parce que le bail rural environnemental, je vous l'épargne, le champ d'application est lui-même limité. Bon.
Quant aux effets, pour terminer sur les ORE, l'effet principal, vous l'avez compris, il est très efficace. On impose une obligation réelle environnementale de propriétaire en propriétaire successif. Encore faut-il que les obligations souscrites soient bien conçues, bien adaptées et bien exécutées. Et là, rien n'est prévu. Rien n'est prévu sur le contrôle de l'efficacité environnementale des obligations, rien sur leur bonne exécution. Côté sanctions, rien non plus, donc on va rebasculer du côté du droit commun. Alors, en droit commun, la résolution du contrat ou la responsabilité contractuelle pour les cours d'eau et milieux humides, ça va pas changer grand-chose. Il nous reste l'exécution forcée en nature. Oui, dans les limites de l'article 1221 nouvellement réécrit, et en particulier le coût disproportionné pour le débiteur. Maintenant, c'est du côté du droit commun que le bas blesse. Autre effet secondaire des ORE, alors je passe sur la réserve des droits des chasseurs. Surtout, le texte mentionne quelques avantages fiscaux. Est-ce que ces avantages fiscaux qui sont prévus, exonération des droits d'enregistrement et de la taxe foncière sur les propriétés bâties depuis 2021 de la CSI, est-ce que ça va être suffisant? Le rapport du gouvernement lui-même au Parlement dit que ça n'a pas d'effet significatif. Quid, par exemple, lors de la revente de l'immeuble, de la taxe sur les plus-values immobilières, voire de la taxe sur les plus-values professionnelles si l'immeuble est inscrit au bilan, par exemple, de l'exploitation agricole. Quid des droits de mutation à titre gratuit, à titre onéreux? Quid quand on perçoit une contrepartie financière d'un éventuel abattement, crédit d'impôt? Alors, à toutes ces questions, et pour conclure, le gouvernement dit, il justifie sa prudence par la crainte d'un effet d'aubaine. Il dit qu'il n'est pas question d'offrir des cadeaux fiscaux sans moyen de s'assurer de l'efficacité environnementale des obligations souscrites. D'où l'idée qu'il va peut-être falloir améliorer un petit peu le dispositif avec un cadre un peu plus précis. Le rapport du gouvernement propose par exemple d'imposer une ORE pour au moins 30 ans, avec une attestation de bonne exécution délivrée par une association agréée, et ce donc qui permettra d'obtenir des avantages fiscaux. Et puis surtout, on propose d'exclure tout avantage ou toute mesure fiscale au profit d'une ORE qui serait en lien avec de la compensation. Voilà, j'en finis, mais pour vous dire que notre législateur n'est pas tout à fait arrivé au bout du fil. Je vous remercie.